Merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition d'Information. En ouverture de ce journal, cet échange entre le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema et les leaders politiques au menu les enjeux de développement dans notre pays. Communication présidentielle. C'est un moment de concertation républicaine et d'inclusivité autour des enjeux liés à l'avenir de notre belle nation. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni les acteurs politiques qui se sont exprimés les uns après les autres sur la situation socio-économique du pays afin de trouver ensemble des solutions. Plusieurs propositions concrètes ont été formulées à cet effet. C'est vraiment un bosseur, c'est un travailleur. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire dans le social. Et il nous a expliqué les causes, les difficultés, les obstacles. Et nous l'avons compris. Il nous a demandé de relayer, d'expliquer aux populations, à nos militants, certaines situations. Lors de cette audience, les leaders d'opinion ont exprimé leur souhait d'être accompagnés par le président de la République lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema, en devenant des relais dans les villes et villages du Gabon. L'objectif affiché est de permettre aux populations de mieux comprendre que certaines situations sont en cours de résolution, bien que persistantes. Le chef de l'État a précisé qu'un processus est en cours pour résoudre progressivement les problèmes au cas par cas, notamment en matière d'accès à l'eau, à l'électricité, aux réseaux sociaux, ainsi qu'à la lutte contre la vie chère. Nous avons tout intérêt à demeurer optimistes dans la mesure où il y a une réelle volonté affichée de la part du président de la République à amener, à hisser le Gabon encore plus haut, vers de nouveaux horizons. Vous conviendrez avec moi qu'en quelques années seulement, on voit des sorties de terre, d'immeubles et d'actions concrètes engagées pour le développement du pays. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans ? Le développement inclusif auquel nous aspirons tous ne se limite pas à des grandes politiques ou à des projets gigantesques. Il exige également une concertation constante pour répondre aux problèmes du quotidien. Nous restons à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu en audience une délégation d'hommes et femmes d'église conduite par le révérend prophète Steve Aoulaou. La délégation est venue présenter une vision d'accompagnement spirituel visant à soutenir l'État dans la prise en charge des problèmes qui affectent la jeunesse. Communication présidentielle. L'Église joue un rôle fondamental dans la société. Bien au-delà de sa dimension spirituelle, elle constitue un acteur incontournable dans le maintien de l'équilibre social. C'est dans cette optique qu'une délégation des membres des églises de réveil a été reçue par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de lui présenter la vision de soutien et d'encadrement de l'Église. Nous sommes venus pour essayer d'échanger avec le chef de l'État par rapport un peu à l'atmosphère qui mine notre pays. Et nous sortons de là satisfaits. Nous avons trouvé un chef d'État qui nous a écoutés et qui a accepté de nous accompagner dans cette journée de prière que nous organisons dans le but de renforcer les capacités et créer la paix et l'unité dans la nation. La jeunesse gabonaise, confrontée à de nombreux fléaux tels que la drogue, la violence et le banditisme, est aujourd'hui en perte de repères. Cette situation préoccupante appelle à une mobilisation collective au-delà des seules actions de l'État. Dans ce contexte, l'Église apparaît comme un acteur clé capable d'apporter un soutien significatif. En tant que force de proposition, elle ne se limite pas à son rôle spirituel basé sur la prière, mais entend également s'engager activement sur le terrain. C'est de prier pour notre nation et faire de la sensibilisation à cette jeunesse, dire à cette jeunesse qu'en réalité vous n'êtes pas seul. Nous savons qu'aujourd'hui, au milieu scolaire, il y a la drogue qui circule et nous sommes les hommes d'église, comme on dit toujours, les directeurs de conscience. Nous voulons prendre cette responsabilité pour faire un relais entre l'État et l'église, sensibiliser ces jeunes-là que la drogue, ce n'est pas le chemin idéal. Donc l'église est là, nous travaillons comme un accord avec l'État pour essayer d'apporter une chaleur et d'apporter un souffle dans la nation. À cet effet, des journées de prière sont prévues à Libreville ainsi qu'à l'intérieur du pays dans le but d'assainir l'atmosphère. Avec cette audience, nous sommes en face d'une dynamique de développement complémentaire entre les politiques nationales et la religion.
Le 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'EACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, s'ouvre du 27 au 29 mars à Malabo, en Guinée équatoriale. La rencontre aura pour thème une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation. Ce sommet revêt une portée historique majeure puisqu'il coïncide avec le 50e anniversaire de l'organisation fondée en 1975. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, prendra part à ces travaux stratégiques pour les pays membres. Stevie Oyan-Musui, Rodolphe Eyelenve pour les détails. Le sommet de Malabo s'inscrit dans un contexte international marqué par des mutations géopolitiques, économiques, climatiques et technologiques d'une ampleur inédite, accélérée et souvent imprévisible. Placée sous le thème « Une OACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation », cette rencontre de haut niveau réunira les dirigeants des 79 États membres que compte l'organisation. Durant ces 3 jours, les chefs d'État et de gouvernement ambitionnent redéfinir les fondements d'une action collective à travers une feuille de route exigeante à la hauteur des défis contemporains et des aspirations légitimes de leurs peuples respectifs. Malabo se veut donc être un tournant décisif pour l'organisation. Elle s'engage à franchir une nouvelle étape de son évolution, car le sommet va consacrer une belle énergie à la refondation stratégique de l'organisation tout en renforçant sa pertinence, sa capacité d'initiative et son positionnement sur la scène internationale au service des intérêts de ses États. En prenant part à cette rencontre de haut volt, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, fait asseoir son influence dans l'espace Caraïbes et Pacifique. Les questions qui seront abordées épousent sa vision de développement. Le président de la République veut assurer une répartition équitable des investissements publics et rompre avec les déséquilibres territoriaux. Les discussions et les conclusions issues de ces assises seront donc d'un grand apport pour la 5e République qui est déjà en marche. Le vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, a échangé ce matin avec l'ambassadeur de la Turquie au Gabon autour des perspectives de collaboration entre les deux pays. Au cœur des discussions, des domaines jugés prioritaires pour soutenir le développement et renforcer les capacités nationales. Aline Zila, Bartel Boas, Gildas Andéry. Compte rendu. Le renforcement de la coopération entre Libreville et Ankara s'inscrit dans une dynamique constante d'ouverture et de diversification des partenariats stratégiques du Gabon. Les échanges entre le vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, et le diplomate turc ont porté sur plusieurs secteurs clés, notamment l'économie, la santé militaire, les infrastructures et l'éducation. Autant de domaines prioritaires qui illustrent la vitalité des relations bilatérales entre le Gabon et la Turquie. Nous avons eu l'occasion de parler, de faire un panorama des relations entre la Turquie et le Gabon. Donc bien sûr, monsieur le vice-président connaît tous les dossiers, sur toute la cartographie des relations actuelles. Donc j'ai eu l'honneur de parler de la réalisation de nos sociétés, qui suit d'ailleurs très bien, avec l'honneur d'être reçu à ce niveau, mais également avec la certitude que les relations entre la Turquie et le Gabon avancent bien. L'honneur de travailler déjà avec un grand nombre des membres du gouvernement, du nouveau gouvernement de la 5e République. Et donc à chaque rencontre, à chaque audience, notre certitude que les relations avanceront à un rythme accru se conforte. Les deux pays entretiennent une coopération soutenue au plus haut niveau. La rencontre entre leurs chefs d'État en 2025 en est une parfaite illustration, traduisant une volonté commune de consolider ce partenariat stratégique. Pour le diplomate turc, l'audience accordée ce jeudi 26 mars constitue une opportunité majeure de poursuivre le renforcement de ces liens établis depuis plusieurs décennies et de leur insuffler une nouvelle dynamique au service du développement des deux nations.
À la vice-présidence du gouvernement, Herman Imongo a présidé cet après-midi une séance de travail avec les représentants des syndicats du secteur pétrolier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des négociations engagées sous son impulsion entre les partenaires sociaux, l'État et les entreprises du secteur. Gaël Bimba Okoko, Francis Ifunda, Peter Manfoumi, Franck Edou, compte rendu. Les syndicalistes sont venus présenter un bilan d'étape des discussions en cours suite aux négociations lancées après le dépôt de leur préavis de grève en décembre 2025. Les travaux en commission tripartite composée des partenaires sociaux, des entreprises et de l'État gabonais, ouverts après les rencontres avec le vice-président du gouvernement et le président de la République. La première phase, consacrée à la définition du cadre juridique ainsi qu'à l'examen des différents types de contrats, notamment la mise en disponibilité et la prestation des services, a été jugée globalement satisfaisante par l'ensemble des parties. En revanche, la deuxième phase, destinée quant à elle à l'application de la loi 20 du Code des hydrocarbures, entamée il y a 2 mois et initialement prévue pour s'achever le 21 mars dernier, aurait enregistré des lenteurs au sein de la commission tripartite, particulièrement chez certaines sociétés. Le bilan présenté révèle que les avancées sont contrastées selon les entreprises pétrolières. Certaines, qualifiées de bons partenaires, ont déjà finalisé cette étape. D'autres, considérés comme partenaires intermédiaires, seraient en voie de finalisation. Enfin, une dernière catégorie, dite des moins bons partenaires, accuse un retard notable et n'a toujours pas véritablement progressé. Face à cette situation, les organisations syndicales ont sollicité l'intervention du gouvernement afin d'amener ces entreprises retardataires à respecter leur engagement, condition indispensable pour amorcer la troisième phase des travaux jugés tout aussi crucial. Du côté du gouvernement, le taux d'exécution de cette deuxième phase est estimé entre 75 et 80%, traduisant des avancées significatives malgré les difficultés rencontrées. Prenant acte de ces progrès, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a instruit le ministre du Pétrole ainsi que le président de la commission tripartite de tout mettre en œuvre pour accélérer les travaux et en assurer l'achèvement dans les meilleurs délais. Et puis lancé le 24 mars dernier par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la phase d'enrôlement pour l'obtention du permis de conduire digitalisé connaît un démarrage prometteur. Sur les différents sites dédiés, les populations se mobilisent massivement pour tourner la page du traditionnel permis en carton rose. Claude Sage-Boussougou Matumba, reportage. Ils sont nombreux à faire le déplacement dès les premières heures de la journée. Objectif, s'inscrire dans le processus d'obtention du nouveau permis de conduire digitalisé. Une affluence qui traduit l'intérêt croissant des usagers pour cette réforme. Sur place, la responsable de l'opération se veut rassurante. Elle souligne que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un enrôlement fluide et efficace. Nous sommes dans le site du 2e arrondissement, la mairie du 2e arrondissement, et ça se passe très bien. On a fait le tour au niveau de la DGDI d'Akanda. Ici, je suis au 2e. Ensuite, j'irai en Toum et après, regarder au niveau de l'ESCAP ce qui se passe. Mais pour le moment, dans tous les sites, tout se passe très bien. On a commencé effectivement avec un léger retard, mais ça se passe très bien. Les Gabonais sont ouverts à la nouvelle technologie et ils sont très nombreux dans les différents sites. Malgré le léger retard sur le site d'enrôlement, file d'attente et organisation encadrée rythment les opérations. Ceux du matin, effectivement, qui ont attendu quand même un peu plus long que d'habitude, enfin qu'hier. Donc voilà. Il y a eu, comme je disais, un ralentissement ce matin, mais tout se passe bien dans tous les sites actuellement. C'est pour 6 mois maximum l'enrôlement. Voilà, changement de document pour 6 mois. Ariane vient de boucler son enrôlement. Tout s'est bien passé. Elle a fourni les pièces suivantes. Avoir la pièce d'identité nationale pour les nationaux et avoir le permis d'origine rouge. Le permis B, il est à 10 000 et le délai c'est 7 jours. Fini le permis en carton rose, place désormais à un format sécurisé, plus durable et conforme aux standards internationaux. Une innovation saluée par les usagers qui y voient un progrès en matière de fiabilité et de praticité. Ce n'est pas mal, ça va permettre au moins à tout le monde de pouvoir aller un peu plus vite par rapport à la digitalisation. Cette première phase d'enrôlement marque un pas de plus vers la digitalisation des services publics qui semble déjà convaincre une large frange de la population.
Après l'annonce du chef de l'État sur le paiement des bourses aux élèves du secondaire lors de la célébration de la journée nationale de l'enseignant, les équipes techniques du Trésor public ont démarré avec les opérations de paiement de cette allocation d'études. Pour la première journée, nos équipes sont allées au Trésor de Nzengayon. Nathalie Oki et Gérard Milindou. Christelle est élève au complexe Mbélé dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Comme annoncé, elle s'est rendue ce jeudi au Trésor public pour percevoir sa bourse. Dans une ambiance conviviale, la joie pouvait se lire sur les visages des bénéficiaires. Je me sens vraiment très confiante d'avoir la bourse parce que d'autres n'ont pas cette possibilité. Vraiment merci au président de la République de nous avoir donné l'opportunité d'avoir ça parce que ça permet aussi aux élèves de plus permettre encore de travailler, plus s'efforcer pour avoir cet argent. Nous les parents, nous sommes plus qu'heureux. C'est la fin du mois, mais si déjà on te complète quelque chose, ça peut l'aider à aller à l'école avec. Dans cette foulée, les parents ont également accompagné leurs enfants auprès des services techniques du Trésor. Qu'ils ont dit Mbélé, ce n'est qu'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire si vous ne venez pas aujourd'hui, il faut attendre que tous les lycées de la place passent pour que vous puissiez encore revenir. C'est ça la problématique. On a mis un dispositif pour recevoir les élèves et le paiement a commencé depuis 8 heures, donc ça se passe très bien. Les élèves sont sages, il y a des parents qui sont venus avec des élèves d'autres classes alors qu'aujourd'hui c'est spécifiquement les 6e que nous devons payer. Nous demandons aux parents de respecter le chronogramme pour que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. Le paiement des bourses dans le secondaire est donc effectif. Il a démarré sur l'étendue du territoire et dans tous les bassins pédagogiques du Gabon. Il va se poursuivre tout au long des semaines à venir. Journée de formation médicale. La Société gabonaise de fertilité organise actuellement une session de formation médicale de haut niveau à l'hôpital Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebouri. Ce rendez-vous scientifique réunit des praticiens locaux et des experts expatriés qui partagent leur savoir-faire avec un objectif commun, optimiser l'offre de soins en matière de reproduction au Gabon. On regarde. Réunis à l'occasion de ce colloque, les professionnels de la santé et de la reproduction se sont fixés des priorités claires pour faire progresser la discipline dans le pays. Le thème est amélioration de la santé reproductive des patients à Libreville. Ces journées de formation sont notre apport à l'amélioration de la prise en charge de ces patients qui sont confrontés aux problèmes d'infertilité. L'amélioration des capacités techniques passe nécessairement par un partage d'expériences et l'adoption de bons procédés avec des praticiens venus d'ailleurs. Je suis biologiste de la reproduction au CHU de Rennes en France et j'ai l'honneur de participer à une journée de formation et d'échange de pratiques au CHU Jeanne Ebouri à Libreville. Le but aujourd'hui, c'est de réaliser un atelier pratique avec un échange justement sur les techniques que l'on fait chez nous au CHU de Rennes et ici à Libreville. Après quelques dizaines de minutes d'échange, on s'aperçoit qu'on travaille de manière assez similaire. L'expertise s'enrichit également grâce à l'apport des Gabonais exerçant à l'étranger dans des contextes où les défis liés à la fécondité sont particulièrement complexes. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Pretoria. J'ai ma propre clinique à Pretoria et je travaille dans un hôpital aussi de reproduction à Pretoria. C'est une joie satisfaisante de servir d'abord son pays, de prendre ce qu'on apprend à l'étranger, de venir partager ça avec les biologistes ici, qui ont toute la volonté d'apprendre. Les ressources sont là, pourquoi ne pas les utiliser? Prévu pour s'étendre sur 2 jours, cette synergie entre expertise locale et internationale marque un tournant décisif pour la médecine de la reproduction au Gabon. En renforçant ainsi les compétences des soignants, la Société gabonaise de fertilité redonne espoir à de nombreux couples en quête de paternité. Face à la presse nationale et internationale, 2 membres du gouvernement, Pacom Kossi, ministre de l'Agriculture, et sa collègue Ninga Channing Zenaba, ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, au menu des échanges, le lancement officiel de l'appel à manifestation d'intérêt relatif à la sélection de 150 fermes avicoles sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de renforcer la production locale et contribuer à la souveraineté alimentaire du Gabon. Ginette Mougoula, Stanley Gemanika, Paul Jessica Cole, compte rendu.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel d'urgence de la filière avicole adopté en Conseil des ministres du 26 février 2026, les autorités gabonaises lancent un avis à manifestation d'intérêt en vue de soutenir les exploitants avicoles locaux pour l'augmentation significative de la production nationale. L'activité que nous lançons, la Pure 150 fermes, c'est de dire parmi les 370-313, quels sont les 150 avec lesquels nous pouvons travailler. L'appui va porter sur 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est de voir comment nous accompagnons ces promoteurs-là. Le deuxième élément, c'est des entrants de deux types d'ailleurs. Et puis le dernier élément, c'est l'encadrement technique qu'on va pouvoir apporter en termes de formation. Les exploitants présentant les plus grandes capacités pourront bénéficier d'un appui renforcé dans le cadre d'un dispositif visant à faire émerger les meilleurs de la filière avicole au Gabon. Quand on dit ministère de l'entrepreneuriat, certes, mais ministère du commerce, c'est également la distribution et la commercialisation de ces produits, pouvoir travailler afin que ces produits se retrouvent dans des chaînes, dans des grands groupes tels que Sangel ou Prix Import par exemple, de faire en sorte que derrière il y a un marché qui est concurrentiel, qui est compétitif et surtout de s'assurer que les bonnes pratiques commerciales soient respectées. Les critères d'éligibilité sont entre autres être de nationalité gabonaise, âgé de 21 et 65 ans au 31 mars 2026, être de bonne moralité, être de bonnes conditions physiques, disposer d'un agrément technique d'exploitant agricole, disposer d'un ou de plusieurs bâtiments d'élevage, justifier d'un titre foncier avec un acte de cession ou documents cadastraux en cours de régularisation. La marine nationale gabonaise vient d'accueillir un bateau de surveillance espagnol. Il est dans notre territoire pour renforcer la coopération entre l'Espagne et le Gabon et surtout pour aider la marine nationale à mieux combattre la problématique de la piraterie maritime. Andine El Tungi, Gérard Magnagna pour Jessica Cole, reportage. Un bâtiment d'action de la marine nationale espagnole sur les côtes gabonaises. Présent à Libreville dans le cadre de la coopération militaire, le navire fait 93 mètres de long et 20 mètres de large. Il a pour mission la protection des intérêts stratégiques en mer. Le bâtiment d'action maritime Furor P46, le 6e de sa classe, la classe Météoro. C'est un bâtiment très récent de 2019, construit et développé par Navantia, les chantiers de Navantia, une entreprise société espagnole. Notre mission principale, c'est la surveillance maritime de patrouillage d'haute mer. Ce matin, il y a eu une formation sur les armes, sur l'usage des armes lors des opérations en mer. Il y a eu également une formation sur le secourisme, comment secourir une victime en mer. Et également, il y en a qui ont été formés au niveau de la salle des machines dans l'utilisation, la réparation, la maintenance de certains types de moteurs. Ce patrouilleur est ici pour approfondir les connaissances des marins gabonais, mais également faire face au trafic illicite dans le golfe de Guinée, où on enregistre souvent des actes de piraterie maritime. Du point de vue de la relation bilatérale, il s'agit tout simplement d'accompagner le Gabon, de renforcer les capacités de la marine gabonaise et aussi de marcher à côté en n'importe quelle activité de lutte contre la piraterie, contre des activités illégales, etc. Et on est ravis de le faire et on essaiera de continuer à le faire. Avec plus de 80 personnes à bord, ce bateau de surveillance espagnol compte en son sein un hôpital prêt à offrir des soins de premiers secours, des salles de sport avec une capacité de permanence sur mer de 70 jours. Et si l'on vous posait la question de savoir, avez-vous déjà un testament en bonne et due forme ou songez-vous à le faire? Plusieurs réponses négatives seraient très certainement majoritaires. Pourquoi le testament n'est pas encore une préoccupation chez nous? Et le monde de réponse dans ce sujet réalisé par Charles Ogoula, Guy-Serge Lizambou et Francis Banja. Est-ce que vous avez déjà établi un testament ou vous songez à établir un testament? Pour le moment, non. Mais c'est un projet qui est souvent en discussion. Je n'ai pas encore établi, n'est-ce pas? Et certainement à la longue, je n'ai pas encore eu à le faire. Vous voulez possiblement d'autres morts ou bien quoi? Un testament, on le fait quand on a un certain patrimoine. D'accord?
je n'ai pas de maison, je n'ai pas de situation stable, je ne vais pas faire un testament. Je le fais pour quelle raison? Non, mais on en parle déjà. Les points de blocage qui peuvent se poser, c'est souvent on n'a pas l'information. On ne sait pas vers qui aller directement, comment faire pour s'adresser à un notaire, les frais et tout le reste. Je pense que ce sont des points d'achoppement qui limitent notre option de sécuriser les enfants après. Alors non, vu que je ne suis pas prêt de mourir maintenant. Et même, pas forcément à cause de la mort. Si tu arrives déjà dans la retraite et que tu pressens que voilà, tu as déjà terminé tout ce que tu as à faire de la vie et puis il y a un testament à faire pour laisser aux enfants. La majorité de la population gabonaise ne possède pas d'un testament établi chez un notaire. La procédure, pourtant légitime et indispensable, semble être négligée ou méconnue de plusieurs. Certains établissent un lien direct avec la mort en établissant un testament comme si c'était un signe avant-coureur. D'autres aussi évoquent le coût financier de la procédure d'établissement d'un testament chez un notaire. Mais il y a également la réalité financière de notre pays qui rend insignifiant le nombre de personnes capables de s'établir un testament en ayant déclaré des biens. Il va sans dire que la notion d'établissement d'un testament n'est pas encore assise dans notre pays, sinon sur le continent. Cependant, le testament reste un outil indispensable pour assurer un héritage en sécurité de ses ayants droit pour lutter efficacement contre la spoliation des veuves et des orphelins. C'est un drame silencieux qui se joue trop souvent au décès d'un époux, la spoliation des veuves. Au Gabon, l'absence de reconnaissance légale du mariage coutumier crée un vide juridique vertigineux entre code civil strict et une tradition dont l'esprit originel s'efface. Comment protéger les survivants? Le regard froid sur un héritage qui est source de conflits. De Ruth Mignolet-Sanzo. Au regard de la loi gabonaise, le verdict est sans appel. Sans passage devant l'officier d'état civil, l'épouse n'existe pas juridiquement. Oui, ça n'existait pas à l'époque. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait mariage, les mariages se passaient, comme je disais, entre familles, entre les clans et entre les communautés. Le code civil est une forteresse. Seuls les liens contractuels ouvrent le droit à la succession. Résultat, une vulnérabilité totale pour celle qui n'a pas sa dot pour preuve. Nous pensons quand même qu'il faudrait qu'il y ait une certaine harmonie. Il faut justement que la jurisprudence se penche sur cette question du code civil qui doit prendre en compte, on va dire, l'aspect traditionnel en même temps que l'aspect moderne. Pourtant, à l'origine, la tradition était un bouclier. Loin de la spoliation, elle scellait l'alliance de deux clans pour garantir la protection de la veuve. La fille qui est partie a subi cette spoliation. Le prochain qui reviendra peut-être dans ce village ou bien dans cette communauté-là ne pourra plus épouser. Du simple fait que les chefs du clan ou encore les chefs de cette communauté-là vont refuser à ce dernier la femme. Parce qu'ils considéraient que notre première fille qui est partie, a payé le prix. On ne voudrait pas aussi que celle-là aille subir ce que notre fille a subi. Mais aujourd'hui, le législateur et la coutume se tournent le dos. Vu la modernité, vu la situation actuelle, il n'était plus quand même pensable que lorsque papa meurt, que c'est le neveu, qui est aussi peut-être son père qui est nanti, qui vient accaparer justement les biens du décédé en question. Donc il était légitime justement de penser à protéger la famille nucléaire qui est, on va dire, la conjointe du décédé et les enfants. D'un côté, une loi moderne qui ignore les réalités anthropologiques du pays, de l'autre, des familles qui dénaturent la tradition pour s'accaparer des biens. Un conflit de normes où le droit, pour être juste, semble devoir urgemment réintégrer l'esprit de nos valeurs ancestrales.
que oui, les familles sont lésées. Elles sont lésées du simple fait qu'il n'y a plus une considération de la prise en compte du conseil de famille ou encore du conseil judiciaire traditionnel. Lésées dans le sens où ils ne sont pas protégés par la loi cadre, du moins les statuts juridiques que l'État a mis. Réconcilier le papier et l'usage, c'est tout l'enjeu des réformes attendues pour que l'héritage ne soit plus synonyme de déchirure. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À demain, 23h. Au revoir.